Se préparer, oui, mais à quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler des inondations, plus ou moins des inondations en Espagne. En tout cas, on va partir de ça. On va pas en parler pour les décrire puisque vous avez tous à ce stade vu les images. Ce que je voudrais faire ici, c'est ce que personne n'a encore fait, à savoir prendre un petit peu de recul et de hauteur pour voir ce qui est en train de se passer derrière, au-delà de l'événement tragique et quelle logique est à l'œuvre à l'heure actuelle, quels intérêts bien sûr sont déjà en train de placer leurs pions et en train d'agir et qui n'ont d'ailleurs pas attendu les inondations pour se faire, et pour qui évidemment ces inondations tombent à pic. Donc tout ce dont on va parler là, évidemment, c'est pertinent pour l'Espagne dans sa situation spécifique, mais c'est bien sûr pertinent pour nous aussi. Et il faut s'y préparer parce qu'il y a des forces à l'œuvre, des forces matérielles, très concrètes, qui sont à l'œuvre et qui ne veulent pas notre bien et qui sont en train de nous saigner. Et qui pour cela n'hésitent pas à utiliser des catastrophes naturelles comme des opportunités pour avancer leurs pions. Donc on a beaucoup parlé, de manière assez sensationnaliste d'ailleurs, des inondations qui ont eu lieu à Valence, dues à la tempête Dana, la dépression d'altitude non tropicale. C'est un acronyme, c'est pas le nom de la tempête, mais bon, peu importe. Donc des orages et des fortes pluies sur des aires urbanisées, très mal pensées d'ailleurs cette urbanisation, mais c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Et on a aussi beaucoup parlé de ce qui s'est passé en ville, notamment dans le centre-ville de Valence, qui a été extrêmement touché par les crues et par les coulées de boue et qui ont fait quand même plusieurs centaines de morts à l'heure où je vous parle. Néanmoins, on a beaucoup moins parlé de quelque chose qui va être tout aussi dramatique sur du long terme, à savoir des terres agricoles qui ont été complètement dévastées et ravagées, parce que non, il n'y a pas que Valence qui a été touché par ces fortes pluies, il y a aussi tout le pays valencien, ainsi que tout le sud-est, la province de Murcie, l'Andalousie, donc toutes ces parties de l'Espagne que l'on surnomme le jardin de l'Europe. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, c'est parce que là-bas sont produits la plupart des fruits et légumes espagnols, qui arrivent dans nos supermarchés, malheureusement, et en tout cas c'est comme ça, dans un contexte où l'Espagne fournit entre 30 et 35% des fruits et légumes qui sont vendus sur le marché européen. Donc c'est énorme. Et la majeure partie de ces fruits et légumes, des tomates au kaki en passant par les olives, les avocats ou les agrumes, sont produites dans les régions qui ont été dévastées. Et les agriculteurs, ils en parlent. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore quelle est l'ampleur exacte du désastre, que ça soit au niveau des serres, des infrastructures qui ont été complètement détruites, notamment par la grêle dans le sud-est espagnol, des récoltes en elles-mêmes, bien sûr, qui ont été détruites et emportées par les inondations, des systèmes d'irrigation, des machines, enfin bref, il y a tout un tas de dégâts qui sont tellement importants qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on nous dit encore qu'ils sont impossibles à mesurer pour le moment. Par rapport à ça, évidemment, les agriculteurs réclament l'état de catastrophe naturelle, ce que le gouvernement espagnol va a priori déclarer dans quelques jours, à l'heure où c'est à l'heure où je tourne, donc je ne sais pas encore quand cette vidéo pourra sortir. Pour le moment, le gouvernement n'a pas encore annoncé officiellement qu'il allait déclarer l'état de catastrophe naturelle. D'ailleurs, à l'heure où je fais ce montage, le gouvernement espagnol n'a toujours pas fait grand-chose en réalité, et les gens sont très en colère, mais ce n'est encore là pas le sujet de cette vidéo, même s'il y a un lien. Et là où ça devient un problème sur le moyen et voire sur le long terme, et c'est la presse britannique qui en parle pas mal, en prévoyant déjà des pénuries, des rationnements de fruits et légumes. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, c'est 32% pareil de leurs fruits et légumes sur leurs étals de marché, de supermarchés, qui viennent d'Espagne. Donc les médias britanniques, là, à l'heure actuelle, posent la question de l'autonomie alimentaire du Royaume-Uni, ce qui me paraît quand même être une question assez cruciale. Pendant ce temps, en France, on a des plateaux télévisés constitués de militants, tous d'accord sur les chaînes du service public qui se demandent Valence, changement climatique ou inaction politique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais ne vous inquiétez pas, malgré nos élites culturelles et médiatiques de la télévision, on a quand même en France des agriculteurs qui s'apprêtent à rappeler encore une fois que si on ne produit pas notre nourriture, eh bien, on va
on va pas durer longtemps. Et c'est précisément sur cette question de ce qui est en train de se passer et de se jouer en fait en Espagne que je veux attirer votre attention. Ce qui se joue maintenant, d'ailleurs depuis plusieurs années, et pas uniquement en Espagne, c'est la question du contrôle des moyens de production, en l'occurrence alimentaire, donc surtout sur la terre. Et ce qui s'apprête à se passer en Espagne, c'est une gigantesque OPA sur les terres agricoles à la faveur d'une catastrophe météorologique. C'est le principe de toute façon d'une thérapie de choc. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien ce genre de pratique, ça a déjà été vu, ça a déjà été fait, ça a même été théorisé, l'utilisation en fait de la sidération créée par une catastrophe naturelle ou une guerre ou un événement qu'il soit naturel ou provoqué pour avancer des pions au niveau politique. Ça s'est déjà vu dans l'histoire récente, depuis les années 1970, on le voit. Il y a des instances, des entités qui profitent de situations de crise en fait pour avancer leurs pions au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Et il se trouve qu'en Espagne, ce qui se joue maintenant depuis plusieurs années, c'est le contrôle des moyens de production. Alors on va remonter juste à 3 semaines avant les inondations, début octobre 2024. Vous voyez, c'était il y a pas longtemps, c'était 3 semaines avant les inondations. Et bien à ce moment-là, le gouvernement espagnol a annoncé un grand plan de modernisation de l'agriculture pour en sécuriser la rente face aux catastrophes climatiques et autres risques naturels. Donc ça, c'est le 9 octobre 2024, le ministère de l'Agriculture espagnol annonce une collaboration entre lui et une entité financière, CaixaBank, pour impulser la transformation dans le secteur agroalimentaire et notamment dans le secteur agricole espagnol. Vous me direz, ça tombe bien. Les objectifs affichés de ce cofinancement, donc à 50% par l'État espagnol et à 50% par l'entité financière, l'objectif c'est de faire transitionner l'agriculture espagnole, oui je sais bien, le terme est peut-être même très bien choisi, en la numérisant pour développer sa compétitivité, sa durabilité et le rôle des femmes dans le secteur. Oui, non mais je sais. Et en fait, ce qui se passe derrière cette annonce, que personne ou très peu de gens ont commenté à ce moment-là, c'est une transformation structurelle du secteur agricole et qui s'est faite, comme beaucoup de choses, à bas bruit. Il faut quand même admettre que le secteur agricole espagnol souffre de nombreux maux qui sont assez semblables finalement à ceux que nous on peut avoir au niveau de l'agriculture française, que les Allemands peuvent avoir au niveau de l'agriculture allemande, que le Royaume-Uni peut avoir, que l'Italie peut avoir, que la Belgique peut avoir. Et notamment, il y a un gros problème en Espagne, c'est l'absence de renouvellement générationnel. C'est-à-dire que plus personne en Espagne aujourd'hui ne veut être agriculteur. Et la situation est d'ailleurs encore pire que celle de la France, puisqu'en Espagne, c'est un agriculteur sur 2 qui a plus de 65 ans à l'heure où je vous parle. Et il n'y a personne pour reprendre derrière, à cause des coûts d'installation, déjà, c'est exactement comme en France, à cause du prix des terres qui n'arrête pas de monter, là aussi on va voir pourquoi. Mais bref, il y a déjà ce problème-là, et ensuite, il y a la condamnation du modèle agricole espagnol, qui n'a plus autant le vent en poupe qu'il pouvait l'avoir il y a encore 20 ans, ou même il y a encore 10 ans. Parce que on sait tous que ce qui se passe du côté d'Almeria, la mer de plastique, avec toutes les serres et l'utilisation massive d'herbicides, de pesticides, etc., eh bien, ça fait qu'on mange de la... Ce n'est pas soutenable, ça cause de la pollution, et en plus, ça nous rend malades. Donc, si vous voulez, le modèle mondialisé que l'intégration européenne a forcé l'Espagne à adopter aussi, parce qu'il y avait un projet politique derrière ça. C'est pas l'Espagne qui s'est dit, tiens, ce serait une super idée de faire de la merde. Non, il y a eu un projet politique qui a poussé l'Espagne à ça. Mais en tout cas, ce modèle-là n'est plus aussi rentable qu'avant. Et donc, au vu de ces problèmes, on pourrait s'attendre à ce que le prix des terres agricoles s'effondre. Eh bien non, il y a de la demande, seulement elle ne vient pas d'agriculteurs ou d'aspirants agriculteurs. C'est que depuis quelques années, les entités financières investissent en masse dans les terres agricoles espagnoles, mais pas que d'ailleurs. Ces entités financières, qui sont, c'est par définition, la finance est mondialisée, profitent
d'une crise du secteur agricole espagnol, une crise d'ailleurs qui a été largement provoquée et largement alimentée par les dirigeants politiques qui ont imposé l'intégration européenne, l'intégration au réseau mondialisé, la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Je ne vais pas vous la refaire en entier, mais disons que voilà, cette crise du secteur agricole a largement été provoquée. Du coup, elle est utilisée par les entités financières qui souhaitent racheter le plus de terres agricoles possible pour investir. Et ça, c'est une tendance au niveau mondial depuis une quinzaine d'années. On connaît bien sûr tous l'exemple de Bill Gates, qui est devenu le premier propriétaire de terres arables américains, qui possède à l'heure actuelle plus de 100 000 hectares de terres agricoles. Mais ce qu'on sait moins, eh bien, c'est que ces 15 dernières années, les terres arables, les terres agricoles, c'est devenu la nouvelle coqueluche des investisseurs financiers mondiaux. Et les chiffres sont très parlants, hein. En 15 ans, le nombre de fonds d'investissement spécialisés dans l'agro-industrie a été multiplié par 3. Et ça, c'est juste les fonds d'investissement spécialisés dans l'agro-industrie, sachant que la plupart sont quand même des firmes financières qui ont des portefeuilles diversifiés. Ces fonds d'investissement peuvent être évidemment de n'importe quelle nationalité, hein, luxembourgeoise, chinoise, américaine, enfin tout ce que vous voulez. De toute façon, on s'en fout, c'est le système mondialisé. On peut acheter, en tout cas en Europe, n'importe qui peut acheter la terre. Oui, non, je sais, c'est un problème. Et donc en Espagne, en 2 ans, entre 2021 et 2023, rien que pour exemple, hein, on a vu un afflux d'investisseurs dans le secteur agricole bondir de 150%. C'est absolument énorme. Pourquoi, vous me demanderez, est-ce que les investisseurs veulent investir dans les terres agricoles? Eh bien, c'est qu'en fait, la terre cultivable est perçue par les investisseurs, et notamment en période d'incertitude économique, comme une valeur sûre, une valeur refuge. En cas de crise financière, par exemple, où certains actifs, par exemple, oui, je pense aux crypto-monnaies, peuvent s'effondrer comme ça du jour au lendemain. Des actifs de terre agricole où l'on produit le bien le plus essentiel à la vie, à savoir l'alimentation, c'est quand même beaucoup plus une valeur sûre. La bouffe, même quand toutes les bulles financières auront explosé, que toutes les banques se seront effondrées, la bouffe vaudra toujours quelque chose. C'est comme l'or, sauf que ça se mange et que sans ça, on crève. Contrairement à l'or. Donc voilà la raison pour laquelle, depuis quelques années, on voit de plus en plus d'opérations financières qui sont basées sur la terre. Les fonds d'investissement préfèrent aujourd'hui acheter des terres agricoles parce qu'ils ont là-dessus une très bonne visibilité à court, à long, à moyen terme, qu'ils ont des très bons retours sur investissement et que tout ça au final est très stable, contrairement au système financier qu'ils ont créé. Je rappelle au passage, l'un des objets principaux de la guerre en Ukraine, ce n'est pas l'idéologie, c'est quelque chose de très concret, c'est la possession de la terre en Ukraine, qui est dans le top 3 des principaux producteurs mondiaux de blé. Le blé est devenu, ces derniers siècles, l'alimentation de base de la plupart des gens dans le monde. Et la guerre, en fait, en Ukraine, elle est essentiellement entre la finance américaine et américanisée, les fonds d'investissement et fonds spéculatifs américains, et la Russie pour le contrôle de la terre ukrainienne. Donc je dis pas ça comme un jugement de valeur, c'est un fait assez objectif. La lutte qui fait rage depuis que l'humanité est en état de réfléchir un petit peu et d'anticiper en se disant peut-être que si on a du stock de nourriture en avance, ça va nous donner des meilleures capacités de survie. Donc voilà, c'est quelque chose de très concret, contrairement aux crypto-monnaies, contrairement même aux actifs de pension de retraite par exemple qui s'échangent sur les marchés. Et donc évidemment tout cela est sous-tendu par une logique. Quand tu es un fonds d'investissement multinational et que tu rachètes des terres agricoles, eh bien tu vas vouloir le plus gros retour sur investissement possible, donc tu vas vouloir produire le plus possible dans n'importe quelle condition du moment que ça te rapporte le plus possible. Et là-dedans, eh bien finalement les agriculteurs, qu'ils soient d'ailleurs espagnols, français ou quoi, on n'en a rien à faire. C'est des variables d'ajustement, ce sont des coûts d'ailleurs. Voilà. Et donc le but, c'est que ces variables d'ajustement-là, eh bien elles reviennent le moins cher possible aux investisseurs. Alors je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je le redis encore une fois, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur de ma part. Quand je dis que les propriétaires des moyens de production ont pour objectif de faire le plus de blé possible, voilà, dans les deux sens du terme, et que quand ils investissent, eh bien c'est parce qu'ils espèrent un retour sur investissement. Je dis pas ça ni en positif ni en négatif, en fait c'est simplement une description de comment la vie se passe. Donc dans ces conditions où on a des fonds d'investissement qui rachètent
en masse des terres agricoles dans le monde entier, et pas juste en Espagne. Que peut un agriculteur tout seul, ou que peut même une coopérative agricole, hein, comme il y en a beaucoup en Espagne, des agriculteurs qui s'approchent quand même de l'heure de la retraite, voire du dernier voyage, on va le dire comme ça, 100 personnes pour reprendre l'exploitation. Qu'est-ce qu'ils peuvent en fait ces gens face à des fonds d'investissement qui sont prêts à mettre des sommes absolument faramineuses pour racheter leurs terres? Ils peuvent rien, et de la même manière que peut faire un jeune, mettons un jeune espagnol qui voudrait s'installer déjà sur un marché où la terre cultivable est à des prix de plus en plus exorbitants qu'il ne peut pas se payer, parce que c'est devenu un instrument de spéculation. Eh bien, le jeune en question ne peut rien. Donc en fait le renouvellement générationnel dans le contexte où l'agriculteur est propriétaire de son moyen de production ne va pas être possible en fait. Le fonds d'investissement qui sera propriétaire de la terre va vouloir embaucher des ouvriers agricoles le moins cher possible, d'où l'intégration de pays où le salaire minimum est à 200 € dans l'Union européenne, puisque les travailleurs en question pourront ensuite bénéficier de la libre circulation des personnes et des marchandises pour venir travailler et remplacer les agriculteurs espagnols dans les champs. Bah oui, il y a besoin de main-d'œuvre, attention, hein, les étrangers font le travail que les Espagnols ne veulent plus faire, comme c'est pratique. Donc en fait, ce qu'ils veulent là, c'est de grandes exploitations avec le zéro agriculteur si possible, mais bon, le moins d'agriculteurs possible. Et en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est un mouvement général qui est en train de s'opérer. Et il se trouve, pour revenir à la question de nos inondations, que les catastrophes naturelles, si elles causent évidemment des désastres humains et matériels immédiats en termes de vie, en termes de dégâts pour les agriculteurs, et aussi des pénuries pour les gens qui doivent manger, nous, c'est une super opportunité pour certains. Voilà, une crise, c'est aussi une opportunité quand on sait la saisir. Et ça tombe très très bien, puisque cette crise particulière, là, causée par les inondations et par les orages, par le Dana en Espagne, eh bien, a touché le plus certaines régions bien spécifiques, qui sont bien entendu Valence et la communauté de Valence, Murcie et l'Andalousie. Et ces régions qui ont été les plus touchées par le Dana, ou par la Dana, sont aussi celles où on produit l'essentiel des fruits et légumes, des olives. Et il se trouve, le hasard fait bien les choses, en tout cas pour certains, que c'est là qu'il reste encore le plus de petites exploitations, de petites fermes, par rapport au reste de l'Espagne. Alors je vais juste vous donner quelques petits chiffres. La moyenne espagnole du nombre de fermes en Espagne qui fait moins de 5 hectares est de 52%. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des fermes qui sont des petites, très petites exploitations de moins de 5 hectares. Et si on rajoute les exploitations de entre 5 et 20 hectares, ça fait 37%. Donc en fait, en Espagne, il y a 89% des exploitations qui font moins de 20 hectares. C'est absolument énorme. À titre de comparaison, les chiffres pour la France, c'est 20% des exploitations agricoles qui font moins de 5 hectares et 34% qui font entre 5 et 20 hectares, ce qui fait 54% du total. En Espagne, c'est 89% des exploitations. Et l'Andalousie, la Murcie et la communauté de Valence, eh bien, ont des chiffres encore plus élevés à ce niveau. C'est-à-dire que l'Andalousie, en moins de 5 hectares, on est à 59%, plus 33 en dessous de 20, donc ce qui fait 93% des exploitations qui font moins de 20 hectares en Andalousie. En Murcie, c'est 59 plus 35, donc 94%. Et en communauté de Valence, on atteint des sommets puisque c'est 78,4% des exploitations agricoles qui font moins de 5 hectares et 20 qui font entre 5 et 20. Donc on est à 98,6%, donc c'est quasiment la totalité des exploitations qui font moins de 20 hectares en communauté de Valence. Et ces chiffres, je les ai pas sortis de mon chapeau, ils sont donnés, ça tombe bien aussi, par la CaixaBank. Ouais, exactement, les mêmes que ceux dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est une note d'octobre 2023 qui parle de l'évolution de l'agriculture espagnole et qui prévoit, enfin qui donne des prévisions, hein, puisque en tant qu'investisseur, en tant que firme d'investissement et de spéculation, son boulot c'est de savoir où investir, et pour investir, eh bien, il faut prévoir un petit peu. Comme quoi, la prévision et la planification, c'est pas juste un truc de communiste. Donc il prévoit
plusieurs choses, mais surtout il prévoit l'accroissement de la concentration des terres agricoles pour les années à venir. Donc c'est un peu rigolo puisque ça fait très prophétie autoréalisatrice vu que c'est eux qui ont un intérêt à la concentration toujours plus importante des terres agricoles. Ils exhortent aussi le secteur à augmenter la production de fruits et légumes en modernisant et à... Ah oui, c'est vrai, alors ils insistent vachement sur le fait qu'il faut absolument embaucher des femmes dans l'agriculture pour la parité et l'égalité. Non mais ça on s'en fout, c'est pour se mettre les progressistes dans la poche qui vont leur servir d'idiots utiles, hein, comme d'habitude. La note se conclut sur le besoin de digitaliser, de numériser l'agriculture, donc sous-entendu se débarrasser des agriculteurs, en favorisant l'innovation, ce qui veut dire dans leur langage réduire les coûts, hein, tout simplement. Et il se trouve que le plan dont on a parlé en début de vidéo, le plan annoncé il y a 3 semaines par le gouvernement, contient exactement ces prévisions, il suit exactement ces recommandations, et si vous vous souvenez bien, il est fait en collaboration avec qui? Avec CaixaBank. On va revenir 30 secondes sur CaixaBank. C'est une entité financière, je vous l'ai dit, c'est une banque d'investissement qui sert aussi de fonds de pension et de fonds spéculatifs, qui va gérer tout un tas d'actifs, du pétrole au télécom en passant par le gaz naturel. Ça aussi, ils ont aussi des parts d'ailleurs dans Suez Environnement, ou Port Aventura, ou encore des groupes financiers mexicains ou hongkongais. Enfin bref, vous voyez un peu le tableau. C'est une entité financière internationale, comme il en existe un certain nombre, qui investissent aussi bien dans le pétrole que dans l'agriculture durable. Non mais quand je vous dis que ces gens s'en contre-tapent de la planète et que s'ils servent au peuple les discours sur le réchauffement climatique, la protection de l'environnement, machin, c'est uniquement parce que ça les arrange financièrement, ce n'est pas une blague. Je vais encore me faire traiter de climato-sceptique parce que je dis que les mecs ont un intérêt à nous forcer à installer des éoliennes pourraves qui produisent rien et à nous faire arrêter de manger de la viande et nous faire plutôt manger des insectes. Mais je m'en tape. Voilà, vous avez les données sous les yeux très concrètes. Donc, en Espagne, à l'heure actuelle, là, à la suite de cet événement météorologique, toutes les conditions, finalement, sont réunies pour l'étape supérieure du plan, pour la suite du plan. C'est-à-dire le rachat et la concentration toujours plus importante d'exploitation agricole et de terres agricoles en fait. Je l'ai mentionné en début de vidéo, hein, ça a un nom, ça s'appelle tout simplement une thérapie de choc. Alors parfois on va créer l'événement traumatisant, on va créer le choc pour pouvoir en tirer parti derrière, et parfois on va simplement utiliser un événement comme une catastrophe naturelle pour reconstruire à l'image que l'on veut un modèle qui nous arrange plus, en profitant de cette crise en fait pour effacer complètement le modèle d'avant. Et d'ailleurs c'est absolument génial puisque l'avant-veille des inondations, le même groupe CaixaBank publie un édito qui nous explique que le secteur agroalimentaire espagnol est en train de profiter d'un renouveau. Tu crois pas si bien dire. C'est exactement ça en fait. Ils veulent liquider en fait tous les restes de ce qu'il y avait avant, le plus possible de toutes les petites exploitations, et concentrer la terre entre des mains toujours moins nombreuses pour pouvoir augmenter tout simplement les profits. Et c'est terrible et c'est dramatique en fait, mais c'est aussi simple et aussi basique que ça. Encore une fois, je le dis pas avec un quelconque jugement de valeur, mais parce que c'est factuel, c'est concret. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la vie et les choses et le monde. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc là, ces événements météorologiques tombent à pic, 3 semaines après l'annonce d'un plan qui promet une refonte structurelle du modèle agricole espagnol pour, vous voyez, ça fait la page blanche quoi, sur laquelle va pouvoir être construit un nouveau modèle. Et c'est fait en plus de ça, et c'est là que ça devient grave, parce que c'est pas que certains défendent leurs intérêts, le problème, c'est que c'est fait avec l'aval, le soutien du gouvernement espagnol qui finance la concurrence déloyale des institutions financières contre les agriculteurs. Et bon, ça, pareil, on en a déjà parlé un certain nombre de fois, c'est parce que les gouvernements, et qu'ils soient français ou espagnols, ne servent pas les peuples, mais servent bien entendu leur maître de la finance, la matrice qui les ont créés. Et donc là, ils profitent de la misère du système agricole, qu'ils ont eux-mêmes créé, pour l'assainir encore un peu plus et la mettre encore un petit peu plus au service des intérêts financiers. Et ce qui est tordu de chez tordu, c'est que l'État va compenser avec l'argent public, donc l'argent public qui est pris et bien sûr la production de richesse, donc qui est pris aux producteurs, va compenser les pertes et les dommages, mais
juste assez pour qu'ils aient pas d'autre choix que de se laisser racheter par des fonds spéculatifs en mettant la clé sous la porte. Et in fine, les fonds spéculatifs, eh bien, ils feront ce qu'ils veulent. Suivant le contexte, ils vont faire ce qui leur rapportera le plus, que ce soit produire des avocats bio pour les bobos ou remplacer certaines cultures par des systèmes d'énergie renouvelable. Qui sont, on le rappelle, des outils très très rentables de spéculation financière. Là aussi d'ailleurs subventionnés très grassement par l'argent public. Et ça tombe bien puisque tout se tient, que rien n'est là par hasard non plus. C'est que en Espagne, eh bien, on nous a annoncé il y a même pas un an que c'était définitif et que c'était terminé. Le nucléaire, les Espagnols abandonnent. Voilà. Encore une fois, tout cela tombe à pic pour sauver la finance. Et in fine, qui en pâtira c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les peuples qui subiront la destruction de leur outil de production, la confiscation de leurs terres par une élite financière mondiale qui n'a pas du tout à cœur leurs intérêts, et les peuples en question, là le peuple espagnol, mais encore une fois c'est une logique qui n'est pas limitée à la péninsule ibérique, comme les peuples et les nations n'auront plus d'outils de production dont ils pourront eux-mêmes disposer et décider ce qu'il leur faut, ce dont ils ont besoin, etc., ils produiront plus rien, donc il y aura plus d'argent, donc le déficit à la fois de leur balance commerciale et le déficit public va se creuser, et donc pour financer les politiques de redistribution, ne serait-ce que la base, les écoles, la police, etc., il va falloir qu'ils se financent ailleurs. Et il n'y a pas 150 endroits où on peut trouver de l'argent. Il y a soit on le produit, mais là bon c'est pas le plan, soit on l'emprunte sur les marchés financiers. Et ça tombe très bien puisque les marchés financiers, les institutions financières sont celles qui rachètent les terres actuellement. La boucle est bouclée. Et cet argent emprunté ne servira pas qu'à la redistribution bien sûr, il servira aussi à éponger les dégâts et à co-investir, comme le fait actuellement le gouvernement espagnol, dans des grands plans de modernisation de tel et tel outil de production pour permettre à leurs bourreaux de continuer de les saigner en étant toujours plus dépendants, en creusant toujours plus leurs dettes et leurs déficits et en étant donc toujours plus faibles et de moins en moins capables de résister au monstre financier en fait qui s'est complètement emballé. En tout cas, c'est le plan qui est prévu. Je rappelle qu'ils l'ont déjà mené à exécution avec notre industrie. Et me dites pas que c'est de la spéculation de ma part. Je crois qu'il est assez clair que le spéculateur dans l'affaire, c'est pas moi. Ce dont il faut absolument être conscient, c'est que tout cela, ce n'est pas seulement en Espagne, c'est aussi en France et c'est partout dans le monde occidental même. Et la finance attaque aujourd'hui avec d'autant plus de virulence que son modèle qu'elle a quand même construit pendant plusieurs décennies à l'échelle mondiale est en train de se fissurer et est en train de se fracasser sous le poids de ses propres contradictions. Mais même si tout ça s'effondre, eh bien on n'est pas pour autant sorti d'affaire. Mais à titre personnel, je vois quand même de l'espoir et cet espoir, il repose sur les épaules de ceux qui en ont pris plein la figure, ceux que la finance a justement voulu tuer et qui sont toujours là malgré tout et qu'elle aimerait bien complètement éradiquer. Et ce sont les producteurs. Les producteurs là en l'occurrence agricoles qui d'ailleurs en France sont en train de s'organiser au moment où je vous parle parce qu'ils ont très bien compris ce qui était en jeu à l'heure actuelle, c'est la survie de notre pays face à l'ennemi et face à ces larbins au gouvernement et face à tous ces gens qui vont préférer nous tuer plutôt que d'accepter leur propre déclin. Voilà, et c'est aussi simple et aussi terrible que ça. Donc préparez-vous et souvenez-vous de qui veut vous affamer et surtout de qui vous nourrit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est un sujet extrêmement important et que j'ai l'impression un petit peu tout le monde a trop la tête dans le guidon pour mentionner. Donc il y a un moment, il faut bien que quelqu'un prenne du recul, voilà, c'est fait. Je n'ai pas commenté le désastre humain, etc. puisque sur cette chaîne, encore une fois, moi je vous parle de politique, je suis pas là pour faire dans le sensationnel ou le misérabilisme, je vous parle des grands mouvements de fond qui traversent notre société. Donc voilà, c'est ça qui m'a paru le plus important à dire puisque ça n'était pas dit ailleurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la partager si vous trouvez que elle tient des propos intéressants et pertinents. Sur ce sujet d'ailleurs, je le rappelle ici, puisque j'ai pas encore fait de promo depuis qu'il est sorti, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Il est venu le temps des producteurs », qui est juste là-bas, qui parle précisément de ce sujet, alors pas uniquement de la production agricole, mais je parle aussi de la production industrielle et artisanale, et de comment en fait la finance nous a
pillée sans que les Français s'en rendent compte depuis son arrivée au pouvoir dans les années 1970. Et j'évoque d'ailleurs aussi dans ce livre des pistes pour que la France puisse s'en sortir, puisque c'est la France qui m'intéresse en premier lieu, ce sont les miens et les gens avec qui je partage des intérêts, une culture et un destin. Enfin, j'espère. À ce titre, eh bien, ma loyauté, elle va à ceux qui permettent à la France de survivre, qui me permettent aussi à titre individuel de survivre, à savoir les producteurs. Et dans les mois prochains, avec ce qui arrive, je pense que ça va être très important de se rappeler où vont nos loyautés, encore une fois, qui nous affame et qui nous nourrit, et dans quel camp on est. Donc voilà, bon courage à tous, préparez-vous bien, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vive la France libre et d'ici la prochaine, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.